Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta. Bienvenue dans ce nouvelle édition du Grand Entretien. Alors aujourd'hui, je reçois un humanitaire, Alexandre Goudarzi. Vous êtes directeur adjoint des opérations de l'ONG SOS Chrétien d'Orient. Bonjour Alexandre. Bonjour Régis. Je vais faire votre présentation. Vous êtes un ancien professeur d'histoire. Vous avez été pris en otage pendant 2 mois en Irak. Une séquence marquante dont vous avez tiré un livre qui s'intitule « Guerrier de la paix », paru en 2021 aux éditions du Rocher. Vous avez un parcours de vie assez atypique. Votre père est iranien, votre mère française. Vous avez grandi partiellement en banlieue parisienne. Vous êtes converti au catholicisme une fois adulte. Vous avez par la suite arpenté le Moyen-Orient dans tous les sens, ce qui fait de vous un connaisseur du terrain et de la région. Vous êtes marié à une Syrienne et vous êtes père de 2 enfants. Ça fait un melting pot assez large. Ma première question, c'est comment conjuguez-vous cette identité française et votre goût pour l'Orient ? Alors, effectivement, moi j'ai beaucoup grandi en banlieue, voilà, en banlieue parisienne partiellement, et en banlieue provinciale, si on peut dire ça comme ça, dans ma jeunesse, notamment dans la ville de Cholet, dans le Maine-et-Loire. France profonde, Vendée. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, et en fait, ce qui caractérise un petit peu les quartiers marginalisés, périphériques de pas mal de villes de France, souvent, c'est pas tant la pauvreté. Ouais, il y avait une pauvreté, mais c'est aussi une forme de misère, une misère familiale, culturelle, des familles éclatées, décomposées, recomposées. Voilà, c'est le contexte un petit peu socio-culturel dans lequel on grandit. Et contrairement à beaucoup de gens issus de l'immigration, en fait, qui ont leurs 2 parents, qui ont un schéma assez traditionnel en fait de famille, parce qu'ils ont un père qui bosse à l'usine, certes, mais qui bosse, puis qui rentre à la maison, qui ramène à manger, la maman qui est là, qui travaille à la maison, qui fait le repas. Donc il y a quand même un certain équilibre, un voyage au bled tous les 2 ans. Pour les Français du milieu prolo qui vivent dans ces zones-là, souvent, il y a juste la maman, il y a un beau-père qui va changer tous les 3 ans, ou alors il n'y en a absolument pas, c'est des familles monoparentales. Et en vérité, moi, j'étais un petit peu dans ce... Voilà, j'étais seul avec notre maman, avec ma sœur et moi-même avec notre maman, l'absence du père, voilà, une situation familiale assez compliquée. Et j'ai fantasmé, en fait, j'avais un problème, en fait, d'identité, j'avais besoin de savoir d'où je venais, pour savoir où aller, une question existentielle, de base. Bien sûr. Et c'est vrai que j'enviais, en fait, quelque part, ces gens, peut-être qui sont d'origine immigrée, mais qui, au moins, pour eux, les choses étaient claires, c'était très, très bien défini, et j'ai énormément cherché. Donc, en fait, moi, je suis beaucoup parti... après, j'ai retrouvé mon père, en fait, qui est réapparu dans ma vie après des années d'absence. Vous êtes allé en Iran, le chercher ? Alors voilà, je l'ai retrouvé. Lui, nous à la base, on habitait à Rennes, on était parti de Rennes, on s'est retrouvés là-bas avec mon papa. Et en fait, à un moment donné, il est reparti en Iran après plus de 20 ans d'exil, parce que mon père avait participé à la révolution islamique. Il avait pris les armes contre le Shah, contre la SAVAK. Ensuite, il a fui la guerre Iran-Irak, c'est-à-dire le gouvernement, en gros, qu'il avait participé à mettre en place dans sa fougue, dans sa jeunesse. En fait, finalement, il l'a fui, il est arrivé en France. Et l'assimilation, c'est pas forcément bien faite. Et en vérité, voilà, moi, j'avais à cœur de l'aider et je pensais que ça lui ferait du bien de retourner chez lui. Ouais. Et moi, j'étais très désireux, en fait, de connaître nos origines. Voilà, j'avais vraiment envie. C'est comme ça que tout commence, en fait. Donc moi, je suis tombé amoureux de l'Iran, de la Perse. Je suis tombé amoureux. Voilà, je suis originaire d'une famille chiite, très traditionnelle, qui est beaucoup plus chiite que perse. D'ailleurs, on n'est même pas d'ethnie perse, on est Lor. Expliquez un petit peu. Alors, les Lor, c'est c'est-à-dire que dans la famille des familles... Les chiites, c'est compliqué. Oui, alors, l'Iran se distingue avec 2 particularités. Voilà, ce ne sont pas des Arabes, ce sont des Perses. Ce ne sont pas des Sunnites, ce sont des Chiites. Ils ont toujours, à différentes périodes de l'histoire, fui une forme de mondialisation, de globalisation, et ils se sont distingués par une identité qui leur est propre. Quand ils se faisaient islamiser, ils ont évité d'être arabisés, ils ont mis en place
l'identité perse de manière très forte, et quand ensuite le monde, les Turcs se sont eux-mêmes islamisés par les Perses et qu'ils ont pris la guidance du monde sunnite, les Perses sont officiellement définis comme chiites. Donc ils ont refusé à chaque fois cette globalisation de leur temps, et en gros, dans les familles iraniennes, il y a les Perses, il y a les Kurdes, il y a même les Pashtuns, il y a les Baloutches, donc qui sortent du cadre de l'État-nation iranien, mais à l'intérieur de l'Iran, il y a d'autres populations iraniennes, comme notamment les Lors. Bon, il y a les Lors, les Baloutches, les Kurdes, etc. Ouais. Et nous, donc, l'occurrence, minorité. Voilà, une minorité, mais qui est iranienne et qui a été sédentarisée très tardivement avec le père de Mohamed Reza, Reza Khan, qui les a sédentarisés de force. Et donc, voilà, c'est une famille très traditionnelle chez moi, très musulmane, très chiite. Et bon, voilà, je crois que c'est quelque chose qui m'a énormément aidé dans ma construction identitaire. C'est-à-dire que la façon dont on assume son héritage, son histoire, son identité, ça m'a permis... D'abord, j'ai été très iranien, puis après, j'ai appris à devenir très français, à adopter la même méthodologie, j'ai envie de dire, pour me construire mon identité française, puisque souvent, on nous enseigne que c'est très honteux de l'être, qu'il faut rougir d'être français, et on nous colle tout un tas de choses historiques, pseudo-historiques, pour vous dire que être français, c'est un peu con, c'est un peu ringard. Et en fait... Non, vous, pas du tout. Non, pas du tout, en fait. Vous êtes ferme dans votre conviction et de vos identités françaises, mais ça ne vous a pas empêché d'aller chercher vos origines. Bien sûr, mais j'ai dû passer par là, en fait. Ça a été un chemin, en fait, un cheminement. Et vraiment, voilà, je regrette rien. Je pense que ça m'a beaucoup apporté. Mais après, j'ai dû me rendre à l'évidence, je ne suis pas iranien, en fait. Je ne suis pas iranien. Moi, je suis plus un Gaulois qu'un Perse ou je ne sais quoi. Donc, voilà, donc j'ai aussi dû apprendre à faire preuve d'abnégation sur cette espèce de trouble identitaire, avec espèce de, pas de trouble d'allégeance, mais cette ambivalence, et de définir avec raison et avec choix le fait d'être français. Voilà. Alors néanmoins, vous avez quand même gardé cette passion pour l'Orient, oui, que vous avez beaucoup fréquenté, que vous êtes... comment ça s'est fait? Comment ce parcours vers des missions humanitaires? Est-ce qu'il y a une dimension religieuse derrière? Qu'est-ce qui est aider l'autre? Ça vient d'où? Alors c'est vrai que voilà, dans mon cheminement, justement au début quand j'allais en Iran, la question de la conversion à l'islam se posait, en plus de mon milieu socio-culturel, la banlieue, etc. L'Église et l'État n'existent pas vraiment en fait. Les musulmans font le boulot que les cathos ne font plus. Le porte-à-porte, le tablir, la prêche, le rappel, etc. Et j'étais très tenté de cela, en plus... C'est beaucoup plus viril, en plus c'est un peu la religion de la rue, j'ai envie de dire, que d'être catho, et les caricatures qu'on en fait ça n'a pas vraiment sa place, en tout cas dans le milieu d'où je viens. Et puis il n'y a pas vraiment eu aussi de témoignages dans ce sens, donc je me retrouvais plus dans l'islam et dans ma quête identitaire avec l'Iran. Et en fait, après, par le plus grand des hasards, des franciscains sont arrivés dans ma ville, à Cholet, et ça a vraiment changé ma vie. J'ai vraiment eu... j'avais toujours été catholique de culture par ma mère, mais je n'étais pas vraiment pratiquant. Et j'étais très tenté, comme je le disais, de me convertir à l'islam. Mais quand ces franciscains sont arrivés, ça a été une vraie révélation, en tout cas dans le message et la façon dont ils me l'ont apporté, en fait, dont ils me l'ont témoigné. Mais parallèlement, je continuais en fait mes quêtes en Orient. Je me suis quand même posé la question pendant longtemps, avant de m'affermir et de me déclarer vraiment catholique. Et c'est vrai que quand je voyageais en Orient, d'abord en Iran, puis ensuite au Liban, en Syrie, dès 2001, 2002, 2003, et puis jusqu'à aujourd'hui, parce que ça fait 22 ans que je vais là-bas très régulièrement, et je ne m'intéressais pas du tout aux églises, aux chrétientés orientales, en fait, je m'en foutais éperdument. Pour moi, c'était quelque chose que j'associais à l'Occident, que je voulais fuir, en fait. Donc j'étais complètement dans ce romantisme, dans cet exotisme, l'islam, les mosquées, etc., et finalement, aujourd'hui, ce qui est assez amusant, c'est que je travaille aux côtés des chrétiens d'Orient, avec SOS Chrétiens d'Orient, et que c'est quelque chose qui m'a rejoint donc, des années plus tard dans ma construction, donc je disais identitaire, mais aussi spirituelle, donc de retourner sur ces terres que j'ai arpentées ici et là, avec mon baluchon à l'époque, parce que je fais ça vraiment à moindre frais. Et aujourd'hui, c'est plus pour subvenir aux besoins d'une communauté en voie d'extinction. Parce que les chrétiens sont un peuple qui est l'héritier direct de ces populations autochtones, des descendants de païens, qui aujourd'hui sont en train de disparaître. Ça, c'est un fait
On ne peut pas faire forcément grand-chose, mais on peut faire un minimum. Et c'est pour ça que j'ai choisi de travailler avec SOS Chrétien d'Orient. Vous avez caractérisé votre jeunesse avec cette ambivalence. Vous avez qualifié l'islam de religion de la rue, une expression d'une certaine virilité. Puis vous avez eu cette rencontre avec les franciscains qui visiblement a tout changé. Est-ce que vous pensez que vous auriez pu rencontrer un imam qui vous amène chez Daesh? En fait... Ou en tout cas, vous comprenez oui, bien sûr. Non, mais que bien des sûr. jeunes aient pu être... Oui, complètement. Non, mais complètement. Il y en a Parce eu que 1500 qui sont partis combattre en Syrie. Et je pense que, en fait, moi, à l'époque, quand je voyageais dans ces pays et que je n'étais pas encore converti ou que la rencontre s'était pas encore faite ou affermie, pour resituer, en tout cas avec les franciscains, j'étais dans une espèce d'errance et de recherche. C'est-à-dire que j'étais très anti-américain. Je me souviens que j'étais en Iran quand il y a eu le 11 septembre. Je me souviens avoir jubilé, mais littéralement. Ah oui. Et puis pendant des mois, j'étais très, très heureux de ce qui se passait. Célébré avec les Iraniens qui, eux aussi, alors pour le coup, moi, ma famille, ils étaient choqués. Ouais. Ils n'étaient pas en train de rire, mais moi, je riais. Alors, je suis pas fier de ça, je dis juste que à l'époque, c'était un geste anti-impérialiste, c'était David qui mettait une branlée à Goliath, c'était comme ça qu'on voyait les choses. Bien sûr, après, la définition d'Al-Qaïda est très clairement politico-religieuse, il y a tout un fantasme, le califat, etc., dans lesquels plein de mecs de banlieue qui ne se sentent ni français, ni rebeux quand ils retournent au pays, et qui trouvent un islam fantasmé, qui va rejoindre l'idéologie ou la manipulation de certains qui savent très bien ce qu'ils font, etc. Bien sûr, il y a tout ça, mais à l'époque, moi, je suis de manière très virulente, j'ai une haine profonde envers l'Occident, et en plus, cette dépréciation en termes de valeurs, de culture, de tradition, dont j'ai été moi-même le fruit, en fait. Donc j'en voulais, quelque part, à ce qui m'avait rendu comme ça. Bon, il y a toujours un coupable. Et donc, moi, à cette époque-là, je pense à l'Afghanistan, m'y entraîner, c'est des trucs qui me traversent l'esprit. J'ai un peu un parcours, quand je voyage, je suis un peu... Pas comme Mera, bon lui il a fait ses trucs, mais ça me parle en fait, quand je vois après le parcours du gars. C'était un itinéraire spirituel, c'était très construit. Ça me parle beaucoup. Après moi je pense que ce qui a été un rempart à cela, effectivement c'est ma rencontre avec les franciscains dans un premier temps, mais c'est aussi que moi je m'identifie à un Iran fier, perse, non arabe. J'ai aussi un certain mépris pour les Maghrébins avec lesquels j'ai grandi, qui m'ont souvent identifié un Français pur souche, donc j'ai vécu le racisme anti-blanc. Tout ça c'est très paradoxal, j'en conviens. Mais je veux pas, quand ils me font leur prêche, quand ils me font leur appel, ils me font franchement, machallah, tu vas dans tous ces pays-là, t'as jamais pensé à te convertir, Donc il y a cette flagornerie, il y a cette tentation, et en plus de cette reconnaissance par une communauté, par un groupe qu'il n'y a pas chez les cathos. Il n'y a pas. Mais le seul truc qui me fait barrage, c'est cette inimitié que, en tant qu'Iranien auquel je m'identifie, j'ai envers les Arabes. Je ne veux pas leur ressembler, et je ne veux pas me rabaisser à emprunter, à me convertir, où on va dire c'est nous qui avons converti l'Iranien, etc. Donc je suis assez réfractaire à ça, et en fait de l'autre côté, en parallèle, il y a ces franciscains qui font un chemin, et il est viril. Ce témoignage, il est très viril. C'est pas juste parce que ils ont la robe et la corde saint au rein que... Non, il y a un discours qui est très viril. On tend pas la joue gauche, quoi. Non, mais après, il y a vraiment un discours d'amour et tout. Il n'y a pas forcément une violence, mais l'un des deux prêtres, en l'occurrence, parce que c'était deux franciscains à être arrivés à Cholet, ils ont ravivé la foi, mais du feu de Dieu. L'un d'entre eux était un ancien braqueur de banque. Donc le mec, il a un vécu de dingue, et en fait, moi, ça me parle, parce que c'est mon environnement, c'est mon monde, en fait, les braquages, les cambriolages, les machins et tout, etc. Donc en fait, on n'est pas loin on est loin, en fait, du discours, des sermons creux et des bénis oui-oui, ou des petits mecs avec l'arrêt sur le côté, les joues roses. Non, on a des types, en fait, qui ont un vécu assez sérieux, et forcément, quand ils nous parlent de Dieu avec cette virilité, cet amour, ça me donne aussi des armes pour contrer cette tentative à l'islamisation vers laquelle on m'incite à aller, quoi. Même si c'est pas une mauvaise conversion, mais voilà. Je comprends. On s'est rencontrés une première fois, c'était on peut dire dans les ruines d'Alep. C'était au moment de la reconquête d'Alep-Est par les troupes gouvernementales en décembre 2016. Je me souviens, on s'était rencontrés à côté de la citadelle. Toi, Alep, c'était une grande partie de ta vie, cette bataille. Pourquoi la Syrie? Comment ça s'est passé? Alors pourquoi la Syrie? C'est vrai qu'à l'époque, SOS Chrétien d'Orient avait une mission seulement en Irak qui tournait.
il y avait une volonté d'ouvrir une mission en Syrie, et c'est de la Syrie que tout est parti, en tout cas l'aventure SOS Chrétiens d'Orient. Mais la mission avait commencé en Irak d'abord. Et donc, bon, bah, quand je passe les détails, mais quand il m'est proposé d'ouvrir la mission en Syrie, je réfléchis pas, je dis oui. C'est un pays qui m'a toujours fasciné. Déjà, avant la guerre, je m'y rendais. Parce que déjà, quand j'allais au Liban et que je voulais aller en Syrie, on me disait « Mais pourquoi tu veux aller en Syrie? Il n'y a rien, il n'y a pas de discothèque. » Alors moi, je disais « Tiens, bah, raison de plus pour y aller. » Non, au contraire, en fait, il y en avait Damas... un peu quand même à l'époque. Oui, en plus. Non, puis, je sais pas, Damas, la Syrie, c'est beau. Ça me donnait envie, voilà. Et donc, j'ai connu avant la guerre. Et je pense qu'il y avait... Comme ça a été quelque chose qui m'a construit, je veux dire, la tradition, les valeurs, les beaux principes ne se discutent pas, ils se vivent. C'est une initiation réel, en fait. Il n'y a pas un prof qui vous explique pourquoi... Non, en fait, on ne va pas commencer à discuter pourquoi l'eau mouille et le feu brûle. Aujourd'hui, c'est des sujets de polémique, on vous applaudit pour dire des banalités. C'est un grand courage que de dire devant un plateau télé des trucs, mais complètement, d'une banalité. Bon, bah là-bas, en fait, ça se vit et ça se respire. Et j'avais envie d'être fidèle à ce que la Syrie m'avait apporté dans ma construction, dans ma jeunesse. Et quand j'ai vu ce qui se passait, j'ai dit, mais ouais, en fait, c'est là que j'ai envie d'être. C'est là où aussi ma conversion, il y avait eu un cheminement, ça avait mûri. J'avais envie d'être utile. On n'est pas dans le délire humanitaire, vous savez, la caricature de l'humanitaire, bisounourserie et compagnie. Non, et puis j'avais vraiment envie d'être auprès d'eux, auprès de ces gens qui souffraient. Et donc, en l'occurrence, bah, par rapport à Alep, je me souviens de mon employeur, hein, du cofondateur de l'association, Benjamin Blanchard, qui m'avait dit « J'ai reçu le courriel d'un prêtre, les djihadistes se battent dans la rue, la ville va très certainement entièrement tomber, tant qu'il est temps. Est-ce que tu monterais pas là-haut pour apporter une aide, voir ce que sont leurs besoins ?» Alors c'était risqué, parce que la ville était complètement, comment dire, encerclée, quoi. Ça respirait, fluctuant. C'est ça, la ville était coupée en deux, et puis des deux côtés, en fait, vous aviez Al-Nosra, Daesh, et puis la ville ne respirait que par un petit cordon ombilical, une route, qui avait été taillée dans le désert, improvisée, qui commence par aller en direction de Raqqa pour bifurquer sur Tranasser à hauteur d'Isrié, exactement. Voilà, ravitaillement en gaz, en eau, en pétrole, en hommes, etc. Ça passait que par là, par Ramousset, donc la banlieue sud industrielle de la ville. Et bah ouais, en fait, c'était 10 heures de bagnole pour y parvenir. Enfin, c'était horrifiant, en fait, de prendre la route. On savait pas si on allait y rester ou quoi. Et donc, bah voilà, moi, ce qui m'a marqué, c'est cette population qui était dans le quartier ouest de la ville, qui prenait des obus sans arrêt à l'aveugle de la part des quartiers est. Alors, la grande polémique, oui, mais c'était des rebelles, ils frappaient l'armée syrienne, les vilains de Bachar al-Assad, etc. Moi, ce que j'ai vu, en fait, c'est des mecs qui ciblaient jamais, en fait, l'armée syrienne. C'était des obus, des missiles, des roquettes, confection artisanale ou pas, mais qui ciblaient les universités, qui poussaient la jeunesse à se barrer, qui ciblaient des églises le jour de Pâques, qui ciblaient des églises le jour de Noël. C'était des gens qui ciblaient des maternités, des hôpitaux. Enfin, à un moment donné, je veux bien, moi, qu'il y ait des rebelles de l'autre côté, mais je pense qu'ils ont un minimum de sérieux et de plan pour savoir qu'ici, il y a le parti basse qui a son siège, ici, il y a l'armée. Enfin, Alep n'a jamais eu de garnison militaire comme à Homs ou à Damas. C'était un système, un truc d'infanterie. Il y avait des académies militaires. Pour former les militaires. Mais il n'y avait pas de... Il y a des combats titanesques. Donc, moi, ce que j'ai vu, c'était... Pourquoi il était important de faire un plaidoyer, c'était de dire, mais bon sang, en fait, ça fait 50 fois que les médias nous parlent du dernier hôpital d'Alep-Est, dans lequel étaient retranchés ces types-là, donc qui bombardaient la zone ouest. Donc ça faisait une cinquantaine de fois qu'on entendait le dernier hôpital, le dernier refuge pour chatons, le dernier clown d'Alep qui était mort. Enfin, à un moment donné, c'était criant d'exagération, de mensonges. Et puis, il n'y avait que quand l'armée syrienne reprenait sérieusement le dessus pour casser la gueule aux mecs d'en face, que d'un seul coup, les Nations Unies sortaient de nulle part, même le Vatican, enfin, c'est terrible, hein, je le dis, quoi, enfin, pour dire, non mais ça suffit, quand même, vous avez la main lourde, on voudrait un cessez-le-feu. Alors, moi, je suis allé à Alep 3 fois pendant cette guerre, j'ai assisté quand même à des bombardements pas très loin de la ligne de front qui touchaient justement le côté est. C'était quand même monstrueux, ces bombardements. Ah oui, non, c'était d'une certaine violence. Après, moi, je pense que ça... Les Soukhoï qui apparaissaient vers 10h et ça se calmait vers 3h du matin. Bon, on peut dire quand même que l'Est a été pilonné. Ah oui, bien sûr. Après, moi, j'ai comparé avec Raqqa et Mossoul.
Le pilonnage à Raqqa et à Mossoul il était très fort aussi. Était beaucoup plus... là, c'est des Moi, billards. J'ai couvert les deux batailles. Je crois que, de ce que j'ai pu voir, en tout cas, c'est que les Russes bombardaient avec l'armée syrienne, les Iraniens au sol, etc. Puis nous, on était souvent sur la ligne de front, parce qu'Azizi et Soleimani, c'était juste derrière, donc on entendait les avions passer. Soleimani, le quartier était divisé en deux. Complètement. Et un peu plus au nord, quand ils ont véritablement commencé à faire une percée pour séparer, c'est vraiment tout ce qui encerclait le nord de Alep, et bien, donc notamment à Bani Zaid, juste au-dessus de Sheikh Marsoud. Bani Zaid. Quand ils ont reconquis le quartier, c'était vraiment le quartier qui pilonnait le centre-ville, celui-là. Parce qu'il était un peu sur une colline. Et non, il y a eu quand même... Non, bien sûr. Après, moi, de ce que je crois comprendre, je ne suis pas un expert en stratégie militaire, mais c'est aussi ce qui se passe un peu dans la zone d'Idlib. Donc, quand ils étaient à Khan Sheikhoun, etc., c'est que généralement, il y a des frappes, elles sont régulières, et c'est une manière un petit peu de faire le tri entre l'ivraie et le mauvais grain, quoi. Enfin, il y avait, comment dire, en faisant ce genre de frappe, c'est une manière de repousser les civils hors des zones où il y a les combattants. C'est-à-dire qu'à la fin, il ne reste plus que les combattants. Je crois que, pour avoir aussi recueilli pas mal de témoignages dans les hôpitaux, quand les corridors ont été ouverts et que les gens ont pu sortir d'Alep-Est, bien les gens nous disaient, nous, on était des esclaves, en fait, de ces mecs-là. C'est-à-dire que les Alépins qui ont ouvert les portes à ces djihadistes internationaux pour renverser le rapport de force face à l'armée syrienne, se sont retrouvés vraiment à leur merci. C'est-à-dire que même quand eux, ils obtenaient de la bouffe ou des médicaments, c'était un véritable objet de chantage. C'est-à-dire que vous pourrez nourrir vos familles que lorsque vous aurez participé à nos côtés à telle ou telle offensive militaire, etc. Donc, après, en tout cas, de là où moi je me trouvais, bien sûr que le rapport de force, je veux dire, en termes d'arsenal militaire, était du côté des Russes. Mais avant que les Russes ne s'engagent, parce que j'ai quand même été j'étais aussi à Alep, avant que les Russes n'arrivent le 30 septembre 2015, la ville était sur le point de tomber, quoi. La ville était sur le point de tomber, et c'était des petites guéguerres d'escarmouches, mais ce qui tombait du côté de l'Ouest, sur les civils, c'était super violent, quoi. C'était vraiment violent. Vous avez cru mourir à Alep? En fait, à plusieurs reprises, j'ai des balles qui ont sifflé vraiment à ras de ma tête, donc pas le temps de s'émouvoir. Enfin, je pense sur le moment. Enfin, c'était juste. Et puis, sinon, au moment d'une délégation parlementaire, qu'on avait reçue tout début janvier 2017, donc juste après la libération qui a eu lieu le 22 décembre 2016, il y a eu 2 roquettes qu'on pétait sur le tarmac de l'aéroport où on était, l'aéroport d'Alep. Et là, j'ai vraiment cru que j'allais y passer. Sur le moment, c'est très impressionnant. J'ai cru que c'était fini. Mais ce qui me faisait, moi, très peur, c'était surtout... ce qui parfois vraiment était effrayant, c'était la route, en fait, à emprunter. Parce que ça nous est arrivé d'être au cœur de batailles, mais de grosses batailles, avec des Russes, des Tchétchènes qui étaient avec les Russes, des Iraniens, des Afghans, etc. Et puis canons dressés en direction d'Al-Nosra ou de Daesh qui devait pas tarder à pointer le bout de son nez. Et nous, on passait au milieu de ça. Et même au moment de mes fiançailles, on est passé au milieu de batailles. Donc il y avait des tribus qui avaient rejoint l'armée, qui se battaient. Et puis ça se passait juste derrière la butte de terre, alors que nous, on passait avec la voiture. C'était des actions de dingue, en vrai. Et vous avez rencontré votre femme à Alep. Mais on s'est fiancés sous les bombes. Comment ça s'est passé? La fiesta, tout ça, sous les bombes, etc. La séance photo sous les bombes aussi. C'est vrai? C'était... en fait, moi, à chaque fois que j'allais là-bas, je retournais la voir. Il y a une amitié vraiment qui s'est créée, qui s'est formée. Et puis, on se voyait régulièrement. Mais chaque fois que je venais, de toute façon, c'était le contexte. Alep était sous cloche, ça tombait. Et après, il y a eu... moi, je suis allé voir sa famille, je suis allé demander la bénédiction de sa famille pour pouvoir fréquenter leur fille en présence d'un prêtre. Et puis après, on s'est mariés 2 ans plus tard, mais on s'est pas marié à Alep, on s'est marié à Maraaloula. D'accord. Donc qui est pas très loin sur la frontière libanaise. L'un des plus vieux sanctuaires chrétiens en Syrie, quoi. On parle encore un araméen qui est très proche de la langue du Christ. Donc c'était très beau, c'était une belle histoire, une belle rencontre et une belle manière de nourrir en fait cette relation. Alors il y a eu d'autres missions
Vous avez fait l'Irak, vous avez fait... Racontez-nous un peu l'itinéraire, votre itinéraire. Moi, quand j'ai... Là, vous m'avez dit que vous reveniez d'Éthiopie, c'est ça? Ouais. Au bout de 3 ans où j'ai été chef de mission en Syrie, j'ai commencé à gérer la partie développement en fait de l'association, c'est-à-dire de créer des missions dans des pays où on n'existe pas encore. Donc c'est une prospection, une forme d'exploration. C'est le fait aussi d'être à l'écoute des besoins, de cerner certaines problématiques et d'apporter des solutions, évidemment, avec l'aide de nos interlocuteurs locaux. Il ne s'agit pas d'arriver avec nos solutions, c'est d'être à l'écoute de ce que eux voient, en fait. Et nous, on apporte les moyens, et puis on essaye aussi de ne pas se faire barber, parce que c'est évidemment très fréquent. Donc, être en relation avec les autorités, les représentants ecclésiastiques, politiques, associatifs, et puis de voir un petit peu ce qu'on peut faire. Donc, j'ai été à plusieurs reprises au Pakistan, en Éthiopie, en Arménie. J'ai participé à l'ouverture de ce qui va devenir la mission Arménie, qui a commencé en 2020. Le Pakistan, trop compliqué pour avoir un employé à nous qu'on mettrait là-bas, parce que, pour les raisons que vous connaissez bien, surtout depuis le retour des talibans en Afghanistan et le désir ardent d'une frange bien radicale des Pakistanais qui veut adopter un modèle au Pakistan identique à celui des Afghans. Je pense qu'ils sont même pires que les talibans. Ouais. Non mais ça, ils fantasment sur l'Émirat d'à côté, ils disaient pourquoi pas nous. Et puis indépendamment de ça, il y a... Vis-à-vis des chrétiens, ils sont... Ouais, vis-à-vis des chrétiens, ils sont terribles. Depuis la loi anti-blasphème de Mohamed Al-Sur... j'ai oublié son nom, je ne voudrais pas l'écorcher, mais depuis 86 en fait, cette loi anti-blasphème qui a été... c'est Zia al-Haq. Depuis 86 en fait, cette loi qui donne maintenant la légitimité à n'importe qui d'attaquer quiconque pour des raisons de blasphème. Donc bon, les chrétiens sont vraiment de mauvaise posture et ils sont victimes d'un esclavage qui ne dit pas son nom. Donc on va là-bas aussi pour ça, quoi. On aide des prêtres à affranchir des familles entières qui sont dans l'esclavage, pour pouvoir avoir la liberté, un cheptel, une maison, une terre, et vivre en fait comme des êtres humains en fait. Donc ça, c'est un gros travail au Pakistan. Dangereux aussi. Dangereux, ouais. En plus, avec toutes les problématiques aussi tribales, sur un système de caste, les Sindhis, les Punjabis, les Baloutches, les Pathanes, etc. Ils ont mené un triple djihad pendant des décennies contre les communistes en Afghanistan, la Perse chiite, l'hindou des Indiens, enfin voilà. Bon, l'Éthiopie, c'est autre chose, surtout avec la guerre du Tigré qui a commencé en novembre 2020, qui s'est arrêtée en novembre 2022. On parle aujourd'hui d'1 million de morts, ça veut dire... Personne n'en a parlé, ou presque. Non, quasiment personne n'en a parlé. C'est le double du nombre de morts en Syrie, mais pour 5 fois moins de temps, parce que c'est une guerre qui a duré 2 ans et pas 10. Et c'est pas 500 000 morts, c'est 1 million. En tout cas, aujourd'hui, on parle d'1 million. Donc les Tigréens qui se sont fait littéralement mater par les Éthiopiens, qui ont appelé les Érythréens, qui eux-mêmes avaient des Somaliens dans leurs effectifs pour casser la gueule aux Tigréens, et aussi avec l'aide des Amaras. Donc les Tigréens qui sont l'équivalent des Pashtuns en Afghanistan ou des Perses en Iran, c'est l'ethnie des seigneurs, c'est l'origine de l'Éthiopie antique. Donc voilà, des problématiques toujours un peu différentes, évidemment, selon les pays et des besoins qui diffèrent. Et puis après, vraiment, c'est d'aider les chrétiens à rester sur la terre de leurs ancêtres. Donc il y a une aide qu'on apporte pour cela. Et puis souvent, comme c'est les pays où il y a des irrédentismes religieux, notamment internes à l'islam, entre les chiites, les sunnites, depuis la mort du prophète. Ça date pas de la création de l'État d'Israël ou de l'Arabie Saoudite. C'est quelque chose qui est là depuis toujours et que, évidemment, l'Occident ou pas ravive en termes de rivalité, de conflictualité, etc. Et donc au milieu, vous avez ces chrétiens. Donc il y a aussi cette notion d'humanitaire d'urgence à apporter. Donc l'humanitaire, en tout cas l'aide qu'on apporte, varie selon l'espace, selon le temps, selon la géopolitique, la réelle politique, selon plein de choses. Et puis il y a février 2020, déplacement à Bagdad, et puis là, ce qu'on peut redouter souvent quand on est humanitaire, vous êtes pris en otage. Comment ça se passe? Alors ouais, c'était exactement presque en février 2020, c'était le 20 janvier 2020. Effectivement, c'est très surprenant, ça fait tout drôle quand ça vous arrive. On est dans une situation, en fait, on réalise peut-être même pas vraiment au début, c'est une espèce de descente qui correspond à une espèce de GIGN local, on sait pas. Au début, on croit même pas que c'est pour nous, puis on comprend que dans la rue, en fait, il y a que nous, puis que les pétards, ils sont bien pointés dans notre direction, que si la porte du taxi ne s'ouvre pas, ils vont nous allumer, en fait. Enfin, ça va être rapide. Donc après, quand on est
dans leurs griffes. C'est pas pour faire la caricature, le bon chasseur, le mauvais chasseur, le bon musulman ou le bon djihadiste et le mauvais djihadiste, mais il est clair, dans mon expérience, que je préfère être entre les mains de chiites bien énervés qu'entre les mains de sunnites bien excités. Voilà. Et ça, vous l'avez pas su tout de suite? Non, en fait, c'est ça, c'est que moi, mon obsession, et celle de mes camarades également, c'est est-ce qu'on est entre les mains de Daesh? Est-ce que c'est l'État islamique qui nous a chopés? Il y a peu de chance. Les types sont cagoulés. Les types sont cagoulés, ils ont des tenues de combat, habillés, des armes de dingue. En Syrie, moi j'ai l'habitude de voir des mecs avec des kalachnikovs. Là, c'était des pétoires américaines, dernier cri. Alors, ça fait 40 ans que c'est la guerre en Irak, dont 20 ans de guerre civile. Les armes, les uniformes, les tenues, les scratchs, les machins, tout ça, ça tourne, ça passe de main en main. En fait, c'est compliqué de savoir qui est qui. Même un regard avisé, un œil avisé peut pas dire ça. Non, en fait, ça va être autre chose. Ça va être plus une connaissance de... Bon, on est d'accord, au cœur de Bagdad, il y a peu de chances que le Daesh tienne le pavé. Cependant, il existe des cellules qui vivotent ici et là, même si les Américains avaient décrété... Ils ont longtemps attaqué le centre-ville en projetant des cellules à l'intérieur. Mais complètement. Pendant l'occupation américaine et après aussi. Complètement. Et on sait que les États-Unis avaient décrété haut et fort, on est venu pour péter la figure à Daesh, chose faite, on rentre chez nous. Donc c'était fini de Daesh en Irak, c'était fini de Daesh en Syrie. Soleimani, Qassem Soleimani, donc le numéro 2 iranien après le guide suprême Ali Khamenei, qui chapeaute toutes les milices chiites qui vont du Liban, donc la plus connue, Hezbollah, jusqu'au Fatemiyoun afghan ou Zainabiyoun du Pakistan. Toutes ces milices, et des myriades, il y en a en Irak, des milices chiites, qui se sont créées à différentes périodes, à différents conflits. Ce qu'on appelle les Hajj al-Shabi. Qui ont été regroupés à l'époque de Sistani, quand justement l'État islamique a été officiellement institué en 2014. Sistani avait fait un appel pour dire, mais au lieu de vous taper sur la figure, coalisez-vous et frappez Daesh. Donc c'était Hajj al-Shabi, donc la mobilisation populaire, mais qui se découpe en une cinquantaine de brigades. Ouais. Et donc voilà, en ayant connaissance un petit peu de tout ça, on n'est pas à l'abri. Donc les chiites venaient de perdre vraiment un homme important, Qassem Soleimani, qui était le patron de toutes ces milices dans tout le Croissant fertile, et même en Asie centrale. Et en même temps, également, l'État islamique était en... Le patron des Hajj al-Shabi également. C'est ça, ouais, mais c'est ça, c'est toutes les milices. C'est ça, exactement. Les deux avaient été tués. Il a un lieutenant dans chaque pays, donc Abu Mehdi al-Muhandes, c'est son référent irakien. Voilà. Comme mais lui, il avait été tué en même temps. Exactement, donc il avait été tué en même temps que Qassem Soleimani. Donc, boîte de Pandore ouverte, les chiites n'ont plus d'interlocuteurs, de fédérateurs, il n'y a plus... papa pour siffler la fin de la récré, en fait. Donc, on peut imaginer un petit peu le désordre sur des milices qui, finalement, se sont peut-être regroupées dans des logiques de quartier, parce que ça, c'est ce que j'ai aussi appris après, c'est que, n'ayant plus de fédérateurs, d'interlocuteurs, n'ayant plus aussi Abu Mehdi al-Muhandes, qui est aussi quand même un patron, eh bien, on pouvait retrouver dans une même brigade un mec de Kataib Hezbollah avec Souraya, avec l'armée du Mehdi, enfin bref, toutes ces brigades-là étaient mélangées. Donc... est-ce qu'ils répondaient aussi aux ordres de l'Iran, ces chiites-là? Est-ce qu'il n'y avait pas une velléité d'indépendance de l'Iran pour dire, bah maintenant... parce que c'est souvent qu'est-ce qui s'est passé? Ils vous ont vu dans la rue. Les Européens, ils se sont dit... Alors c'est ça, nous on était quand même dans un taxi, on a certainement dû être filochés avant. Dès que vous arrivez de toute façon à l'aéroport de Bagdad, vous avez affaire à Hezbollah, Kataib Hezbollah. Vous arrivez dans votre hôtel, on vous photocopie les documents, les papiers, donc classiques, mais c'est certainement communiqué Mukhabarat, donc aux agents de renseignement. En fait, ça monte très vite. Moi, ça faisait 4 heures que j'avais atterri. Les collègues avaient atterri la veille, ils avaient passé la nuit sur place. Moi, ça faisait 4 heures que j'étais là, et on s'est fait choper dans le taxi. Vous allez faire voiture quoi en Irak, en fait? Nous, on était pour ouvrir, enfin en tout cas pour participer à tout ce qui est administratif sur l'ouverture de l'organisation à Bagdad. Parce que jusqu'ici, vous étiez à Erbil avant. Nous, on existe à Erbil, c'est là-bas qu'on a nos activités. Au Kurdistan irakien. C'est ça, au Kurdistan irakien, au nord. Et c'est là-bas qu'on a nos bureaux. Mais nous, on ne veut pas épouser en fait ces lignes de fracture ethnique et confessionnelle. Entre Kurdes si on ouvre un bureau, c'est à la capitale, parce qu'on reconnaît l'unité nationale. Donc c'est pour ça que vous y alliez. C'est pour ça qu'on allait à Bagdad. D'accord. Et en l'occurrence, 4 heures après avoir atterri, on se fait enlever. Donc je dis, voilà, toute la question, c'était est-ce que c'est... Donc il s'avère que rapidement, on va comprendre que ce sont des chiites. Comment vous le comprenez? Alors, moi, je le comprends. Alors au début, je les entends ils pestent dans la voiture. À un moment donné, je les entends parler très très mal de la ville de Mossoul. Donc j'ai un doute. Est-ce que c'est parce que c'est Daesh? Nous, on s'est fait dégager de Mossoul par la coalition, donc peut-être c'est eux.
Mais en même temps, peut-être c'est encore les chiites qui l'ont amer de Mossoul par rapport justement au fait que l'État islamique l'a occupé. C'était sa deuxième ville après Raqqa. Mossoul, c'est sunnite. Oui, c'est ça, voilà. Donc de toute façon, voilà. Mais en même temps, voilà, c'est peut-être caricatural, mais c'est quand même des indices. Je les entendais pas hurler frénétiquement Allahu Akbar dans la grande prise de guerre. Ils ont 3 clampins occidentaux dans la bagnole. Non, après, moi, ce que je vois, c'est surtout leur bague, en fait. Voilà, moi, je vois beaucoup de turquoise, les trucs que les Iraniens... Vous n'êtes pas cagoulés? Nous, on est cagoulés. En fait, au début, ils mettent un collant, moi, sur la tête. Donc, en général, un collant, en fait... on voit à travers. Vous pouvez voir, vous n'êtes pas vu, mais vous voyez. Donc, pas très malin. Mais bon, ils me forçaient à baisser la tête. Donc, j'étais pas en train de... Mais c'est que, tête baissée, quand ils nous ont passé d'un véhicule à un autre... Bah, vous avez les mains sur les genoux et les bras ballants des mecs, en fait. Donc là, je voyais toutes les paluches avec les bardés de turquoise, donc trucs que moi, tous mes cousins, ils ont en Iran, mes oncles. Donc ça, c'est pas du takfiri. Non, pour moi, c'est typique, c'est typique des chiites, en fait. C'est vraiment, culturellement, c'est religieux, c'est superstitieux, c'est ce que vous voulez, mais c'est chiite. Et donc, moi, j'en étais assez convaincu. Puis après, durant notre captivité, des chants religieux, comme pour Muharram, Arba'in, etc., où vous entendez se battre la poitrine. Des portraits d'Ali, des portraits... Alors ça, nous on n'a pas vu ça, mais vraiment les endroits dans lesquels on était séquestrés étaient neutres, mais c'est ce qu'on entend de l'extérieur. On a entendu, voilà, ils nous ont passé le Coran pendant une semaine, jour et nuit, etc. Donc ça, c'est commun à l'islam, toutes tendances confondues, mais quand vous avez des chants religieux où ça incite à se battre la poitrine, on appelle ça noha, ce type de chant, ou noé, sinézadan, c'est le fait de se battre la poitrine, on dit en persan. C'était typique, moi j'ai reconnu tout de suite, je dis bon, ce sont des chiites. Mais eux ne voulaient pas, dans ce qu'ils nous disaient, parce que l'Irakien, lui aussi, l'a compris, l'Irakien qui était avec nous, on était 4, 3 Français, un Irakien, notre interprète, lui, il a compris, et il commençait à leur dire... s'il vous plaît, on est chrétiens, vous savez, c'est comme Abbas, Ali, ils parlaient de leur prophète et de leur imam. Imam chez les chiites, c'est pas la même, c'est pas les mêmes imams, c'est pas la même définition que les imams pour les sunnites. Et ils lui ont dit tout de suite, pas de discours religieux. Nous, on est irakiens. Donc, ils se voulaient avec un discours de la nation irakienne. Ouais, nationaliste. Ouais, alors, très bien, c'est très bien d'essayer, mais ça, l'armée du Mahdi est assez comme ça. Hein. Enfin, non, mais c'est pas contradictoire avec... Sadr a toujours été bien sûr, non, bien sûr. Donc, il n'y a pas de contrat. Et El-Sistani, qui est un Iranien, et lui-même prône un chiisme d'État. Oui, bien sûr. Bon, on sait que ce sont des chiites, mais leur revendication n'est pas religieuse. On comprend ça. Et c'est quoi leur revendication? Alors, il n'y en aura jamais. Hein. C'était juste des accusations. Il n'y avait pas de revendications. En tout cas, les revendications, c'était certainement avec... prendre pour des espions. Ah, nous, c'est ce dont on a été accusé. Au bout de 48 heures... Ouais, au bout de 48 heures... Au profit de quoi? Au profit de... Au bout de 48 heures, il y a un type important qui est arrivé, qui nous a posé des questions. Donc, les bases, hein, nom, prénom, d'où vous êtes, situation familiale, marié ou pas, des enfants, etc. Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous faites? Donc, c'est notre ami irakien qui parle. Nous, on ne répond pas. Quand la parole nous est donnée, on parle et il traduit. Et en fait, tout de suite, il nous coupe. Il dit, vous êtes des espions. Voilà, le côté, nous, on dit, on est humanitaire, on reconnaît. Vous êtes des menteurs, vous êtes des espions. Nous avons un témoin, il s'appelle Youssef. Vous avez remis $6 000 à des manifestants pour fomenter le désordre dans le pays. Alors, c'est $6 000, mais sur des vidéos qui ont circulé en Irak, parce que moi, j'ai chopé une des vidéos qui a tourné, j'ai réussi à me l'approprier, parce qu'elle a tourné en Syrie et un ami me l'a passée. Il nous accuse d'avoir été attrapés à l'aéroport de Bagdad avec des valises remplies de millions de dollars, qu'on arrivait pour le Mossad, mais qu'on était réfugiés dans l'ambassade de Suède. Mais un délire, une histoire complètement dingue. Donc voilà, en tout cas, c'est ça l'accusation, c'est on est des espions et on est là pour foutre le bordel. On était dans une escalade de violence entre une rue qui manifestait contre l'Iran, certainement les Américains qui poussaient derrière pour que les Irakiens manifestent contre l'Iran, et de l'autre côté, depuis la mort de Soleimani, parce que ça faisait des mois que les manifestations pro-américaines, anti-iraniennes avaient lieu, des mois. C'était suite au retrait des Américains du territoire syrien. Manifestations qui ont pété à Beyrouth et à Bagdad, donc des mois que ça avait lieu, au moins depuis le mois d'octobre 2019, donc. Et depuis la mort de Soleimani, ça faisait 2 vendredis qu'il y a eu la riposte iranienne, et là, des manifestations anti-américaines avaient lieu. Et donc, nous, ils nous accusent d'être des agents de l'Occident pour générer des tensions contre l'Iran. Et ils vous disent ce qu'ils veulent? Non, en fait... Vous échangez non, obtenir une rançon? Non, nous, on leur dit, laissez-nous parler avec notre ambassadeur, laissez-nous communiquer avec nos familles. Ils disent, vous avez eu beaucoup d'années
pour être auprès de vos familles, 20 ans, 30 ans, c'est énorme. Fallait profiter à ce moment-là. Maintenant, votre famille, vous la reverrez plus, votre vie s'arrête ici. Et avec fermeté et dureté, ne demandez plus rien au sujet de vos familles. Et c'était comme une menace. C'est terminé. Donc après, vous avez pensé quoi, au moment où on a été relâché, on a été filmé. Donc pour la première fois, on enlevait ce qu'on nous mettait à chaque fois sur les yeux. Et donc c'est le type qui avait cette autorité sur nos geôliers, sur nos ravisseurs. C'est lui finalement qui est casquetté, cagoulé, on voit que ses yeux, et il nous filme. Il dit, vous allez vous présenter. Donc c'était au moment de la libération. Et il dit, vous avez été... si vous êtes libéré, si on vient vous dire que c'était pour des histoires, des raisons d'argent, il n'en est rien, ce ne sont que des mensonges. Il n'a jamais été question d'argent. Voilà, c'est tout ce qu'on saura. Et après, évidemment, vous avez un débrief avec les services compétents en France et même à l'ambassade de France à Bagdad. On a posé la question, on aimerait bien savoir. Rançon, pas rançon, alors, il y a pas de réponse. Dans les cas de prise d'otage, auprès de justement des gens du Quai d'Orsay ou qui cherchent à obtenir votre libération, il y a cette notion de preuve de vie. Est-ce qu'on vous a demandé Au bout du 18e jour, on nous a fait retirer, on avait à un moment donné, au début c'était des bandelettes de tissu, après on nous a mis des espèces de masques de ski, bombés à la bombe, avec du sparadrap pour être vraiment sûr que même si la peinture écaille, on voit rien. Et on me le retire, et on me dit ouvre les yeux. Moi je veux pas ouvrir les yeux, je veux pas les voir en fait, ça pue en fait, si vous êtes amené à les voir, c'est que c'est pas bon. Et donc il me ouvre les yeux manuellement, etc. Et donc je les vois, et ils sont cagoulés, les mecs, c'était des gamins. C'est des mecs qui devaient avoir 16 ans, en claquettes, survêtes, et c'était eux qui étaient cagoulés, etc. Et ils avaient un appareil photo. Et donc je devais dire mon nom, mon prénom à 2 reprises. Je suis Alexandre Goudarzi, voilà, à 2 reprises. Et ensuite c'était au tour de mes collègues. Et chacun... Ça a servi à... ça, visiblement, c'est quelque chose qui est venu dans les mains des services compétents, au Quai d'Orsay également, voilà. Mais genre 2-3 semaines après. C'est arrivé très longtemps après, et ça n'a jamais été considéré comme une preuve de vie, parce qu'il n'y avait pas la date du jour. Je dirais une date, même sur un canon, ça se traficote. Une vraie date, c'est le journal du jour, Bagdad Today, j'en sais rien. Là, il n'y avait pas ça. On nous a pas... Il n'y avait rien. Il fallait juste dire son nom et son prénom. Il n'y avait aucun élément qui permettait à quiconque de déterminer la véracité de la date. Vous avez été maltraité, torturé? On n'a pas, Dieu merci, on n'a pas subi de sévices, on n'a pas été battus, on n'a pas été séparés. Vous étiez attaché? On était au début attachés, en tout cas les mains dans le dos. Après, on a une liberté de mouvement dans l'endroit où on est enfermé. L'endroit, il passe de 20 mètres carrés à 6 mètres carrés, puis on retourne à 15 mètres carrés, et on change d'endroit à chaque fois. Donc, c'est des endroits qui sont toujours plus glauques que les précédents. Vous faites des transports en véhicule? Au début, on part vraiment à 1h30 de Bagdad. On se retrouve dans une espèce de hangar crasseux, infâme, avec des prises au vent. On voit qu'on est dans une zone désertique, mais montagneuse. On est à 1h30 de Bagdad à peu près. On pense qu'on devait être en direction de l'Iran, peut-être, nord-ouest de Bagdad, nord-est de Bagdad, pardon. Et après, on passe dans un espèce d'Algeco qui doit faire 6 mètres carrés, en tôle. Après, donc ça, c'est à 5 minutes du premier lieu. Et ensuite, on refait 1h30, on retourne vers Bagdad, après qu'on nous ait vraiment fait croire qu'on allait être libre. Parce qu'à chaque fois, on nous fait croire qu'on est libre pour qu'on se tienne tranquille, très certainement, mais on y croit vraiment. En plus, ils y mettent les formes. Et là, on se retrouve dans un sous-sol, dans la banlieue de Bagdad, un endroit assez malodorant, moite, humide, effrayant en fait. Puis là, on entend des gens mourir au-dessus de nous, on les entend agoniser, on les entend mourir. Et là, après, on nous refait faire 1h30, mais ça dure, c'est des semaines après. Là, pareil, on y met les formes. Vous n'avez pas eu de simulacre d'exécution? Si, on a eu des simulations d'exécution. Des gens qu'on a entendus mourir, le Coran pendant 1 semaine, jour, nuit, jour, matin, midi, soir, tout le temps, des repas qui sautent en fait. On s'est retrouvé avec 2 boîtes de conserve à 4 pendant 3 jours. Voilà, il n'y a jamais eu cette volonté de nous affamer. Les types pouvaient être bienveillants, c'était des soldats, nous nous ont dit comme ça, mais voilà, même s'ils étaient corrects avec nous, bon, s'il fallait nous buter, ils le faisaient, quoi. Évidemment, pas... Vous avez eu par moments et après, ça serait parmi mes dernières questions, parfois des discussions avec vos ravisseurs? Il y en a eu, mais c'était surtout le collègue irakien.
Oui. Et parfois, c'était Parce que lui, lapidaire. il servait d'interprète. en Ouais, fait. c'est ça. Ouais. Et c'était très lapidaire. Moi, je Ouais. comprenais aussi ce bien qu'ils sûr. disaient. Je l'ai jamais. De toute façon, j'ai respecté aussi ce qu'ils ont dit. Ils ont dit à notre ami irakien, Ce sera toi, Tarek, c'est toi qui parles avec nous. Si on veut leur parler, c'est par toi. S'ils ont quelque chose à nous dire, c'est Ouais. par toi. Qui ne nous parle pas directement. Donc, moi, j'avais pas de raison de faire autrement que ce qu'ils nous avaient sommé de faire. Et donc, moi, je me souviens, une fois, ils sont rentrés, ils ont dit pourquoi vous êtes là? Il a répondu on est humanitaire. Ah, des espions. Ouais. Il dit non, non. Et il lui dit les Français s'en tireront peut-être. Toi, tu t'en sortiras sûrement pas. Et il nous a jamais traduit ça. Moi, je comprenais ce qu'il venait de lui dire, mais il gardait aussi ça pour lui, hein, notre Bien collègue sûr. irakien. Donc, c'est des Ouais, trucs bien qui sûr. vous bousillent. Et évidemment, pour nous, peut-être, enfin voilà, alors que les gars nous disaient non, c'est normal, c'est une procédure. Puis en fait, c'est tout le problème. C'est est-ce que ce sont des miliciens qui répondent à des ordres étrangers? Est-ce que pour se refaire une santé économique, ils vont pas nous revendre même à leurs ennemis, à Daesh? En fait, c'est pas du tout impossible. Est-ce qu'on va être transféré en Iran? Et puis, bon, bah, ça a duré 2 mois, Dieu merci, mais si ça avait duré plus, peut-être qu'ils en auraient zigouillé un pour faire avancer le... On ne sait pas, en fait, on ne sait pas du tout. Et puis... Dans votre vie personnelle, cet épisode-là, c'est marquant, on peut l'imaginer. Par rapport à qui vous êtes aujourd'hui, ça vous a façonné, ça vous a... Il y a quelque chose qui... il y a un enseignement que vous en gardez? Bah, je pense, forcément. En fait, on est jamais autant... Enfin, aussi près de la mort, quoi. Et elle est constante. C'est une mort quotidienne. Vous savez pas à quelle sauce vous allez être mangé. C'est un ascenseur émotionnel. Pour revenir un petit peu sur la question aussi précédente, c'est que la torture était psychologique. Elle pouvait devenir physique. Jusque-là, c'était pas le cas, mais c'était psychologique. Donc après, pour en revenir, bah, c'est compliqué. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai écrit Guerrier de la paix aux éditions du Rocher, 17 €. Non, mais c'était vraiment... une thérapie. Une thérapie, voilà, c'était thérapeutique, c'était important. Il y avait des choses à dire. Parce qu'en plus, moi, ce que je voulais faire, c'est pas tartiner pendant 300 pages de la souffrance que j'ai vécue. C'est l'accroche, voilà. Je t'ai enlevé, c'est important d'en parler. Le titre, bon, c'est la maison d'édition, évidemment, c'est toujours un peu racoleur, c'est commercial, mais c'est de témoigner de ce que vivent les chrétiens d'Orient. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai vécu, c'est rien, en fait, en comparaison à ce que ces gens-là vivent au quotidien. Des Irakiens qui se font enlever, des chrétiens qui se font enlever par des chiites, comme par des sunnites. C'est un business. On rend le corps à leur famille, mais il est en état de décomposition depuis des semaines, ou alors c'est juste des ossements depuis 2 ans. Il y a eu des exécutions, on a voulu faire payer la balle aux familles. Ah ouais, non, mais voilà. Non, mais ça, sous l'époque de Saddam Hussein. C'était assez courant, ce genre de truc. Non, mais voilà, donc... on vous rend le corps de votre fils, mais vous payez la balle. C'est ça. Donc en fait, et ça, ça a toujours lieu. Et en fait, moi, j'avais vraiment envie de témoigner sur ce plan. Et après, évidemment, intérieurement, rendre grâce à la vie, encore aujourd'hui, hein, évidemment, on se fait reprendre par le quotidien. Je pète un câble au moins 50 fois par jour pour des broutilles. Puis parfois, je me dis, mec, attends... c'est pas tout le temps être là, rappelle-toi, tu sais. Mais en fait, ouais, rappelle-toi, en fait. Et ça a changé quelque chose dans votre approche de l'humanitaire, dans vos missions? Vous êtes plus prudent, vous êtes... Ouais, il y a forcément plus d'hypervigilance. On était dans la formation vigilants. aussi des jeunes volontaires? Alors, j'y participe pas trop, mais je veux dire, il y a... En tout cas, quand c'est l'occasion m'en est donnée, évidemment, j'ai mon mot à dire et j'essaie de le faire du mieux que je peux parce qu'il faut tirer des leçons en fait de cette expérience. Et après, évidemment, sur le plan personnel, eh bien aussi reconsidérer plein de choses. Moi, mon fils, il avait 6 mois, c'était un tout petit bébé. Je l'aime triplement aujourd'hui. Je prends conscience de plein de choses, des petits trucs, des petits détails. Ma femme aussi. Enfin voilà, parfois moi, je vais à 10 000 à l'heure et puis en fait dire, mec, arrête-toi en fait, tu vois. C'est en 2-2, t'es plus rien, t'es plus personne. Enfin, c'est bête, hein, en traversant une rue, en prenant la bagnole, enfin n'importe quoi. Bon, bah là, c'était beaucoup plus forcément marquant. Donc, bon, voilà. Et puis, me dire, en fait, je suis en sursis. Voilà. À n'importe quel moment, je peux avoir des comptes à rendre, je peux me retrouver devant le grand patron. Donc, de faire en sorte que je fasse du mieux que je peux au quotidien, dans des petites choses. Pas forcément en allant sauver le monde au Moyen-Orient avec notre association, mais des petites choses de la vie courante. Ouais. Alexandre Goudarzi, merci beaucoup pour ce témoignage très riche, très complet, qui peut-être suscitera des vocations aussi chez nos abonnés. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Grand Entretien. Au revoir.